Si vous vous arrêtez, comme cela m'arrive quelquefois, ou même assez souvent, devant un kiosque à journaux, et que vous regardez en pensant à la comparaison de ce qui se serait passé il y a 10 ou 20 ans, et en repérant la place occupée par les journaux, les magazines qui traitent de la décoration d'une maison, eh bien, si vous pensez à la place qui était occupée de ces mêmes magazines il y a 20 ou 30 ans, vous découvrez tout d'un coup que leur nombre a au moins doublé, voire peut-être triplé. Voilà, il y en a 3 fois plus. Puis vous faites 2 mètres à côté et vous tombez sur les magazines des jardins. Le jardinage, c'est merveilleux, tous les conseils que l'on vous donne. Et si vous essayez de vous rappeler combien il y avait de magazines sur le jardinage il y a 30 ans, là, ça n'est pas 2 ou 3 fois de plus qu'il y a. Il y en a au moins 10 fois plus. Tous les conseils qu'on vous donne pour les différentes saisons. Besoin de la nature, ou plutôt du naturel, c'est normal. C'est normal. L'homme, nous avons chacun d'entre nous besoin d'être chez soi, chez nous, et d'être bien chez soi. C'est normal. Où pourrais-je me sentir chez moi, demandait un des grands philosophes du XIXe siècle. Alors permettez-moi d'évoquer des lieux où, d'une manière totalement inattendue, je me suis senti chez moi, c'est-à-dire accueilli par quelqu'un d'autre. D'où le titre, tout simplement, que je vais garder pour notre parabole, où se sentir chez soi. Je suis sûr que vous vous êtes posé la question en revenant parfois peut-être d'un week-end où vous n'étiez pas tellement très bien parce que c'était tout neuf, que la fumée que la cheminée envoyait de la fumée, etc., etc. Ou se sentir chez soi. Je me souviens de Montréal. À Montréal, au Canada, est-ce la cathédrale qui vous impressionne le plus ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Elle est entre ces buildings commerciaux, je vous fait ahurissant. Vous avez tout d'un coup, à l'hôtel Bonaventure, une piscine au 13e étage, et qui, même en hiver, il y a un sas, et on a de l'eau chaude, même quand il fait moins 20 dehors. Vous avez ces centres commerciaux, ces galeries qui n'en finissent plus. Le printemps, les galeries farfouillettes, ça apparaît comme presque tout petit à côté. Des kilomètres de galeries souterraines pour éviter d'avoir à marcher dans la neige, parce qu'il y en a l'hiver. Est-ce que c'est là où je me sentirais le plus chez moi ? Non. Je pensais plutôt à cette ancienne église du XVIe, XVIIe siècle, des pères sulpiciens, les premiers qui avaient apporté le christianisme à Montréal. Elle est perdue dans le port, près dans le quartier des débardeurs. Là, tout d'un coup, le silence, une odeur d'encens. J'étais chez moi. À New York, dimanche matin, les rues sont vides. J'entends quelques guitares qui scandent les chants d'une messe, la messe des Portoricains. Je la cherche, je m'étais trompé, j'avais erré, j'avais eu du mal, je m'étais perdu pour trouver l'église des Portoricains. Et comme toutes celles de la ville, elle est un peu cachée, comme disait Malraux, comme un crabe au milieu des rochers, au milieu des grands buildings. Et certains visages à la messe étaient si heureux, si différents de ceux que j'avais rencontrés la veille au croisement de Broadway, ces visages marqués de pauvres jeunes qui se livraient à la prostitution. Là, nous étions à la messe. On avait l'impression d'être chez soi. Même impression à Denver. Denver, vous ne savez peut-être pas très bien où ça se situe aux États-Unis. C'est juste au pied, au début des Rocheuses. C'est pas le Far West, c'est pas l'ancienne, le lointain Est,
mais c'est l'Old West, c'est le vieil Ouest, là où s'étaient arrêtés pendant un certain temps les caravanes qui marchaient vers l'Est. Et la ville est tout à fait merveilleuse. Il y avait, c'est pas difficile, en 1868, il y avait et la première année, il est arrivé 1000 personnes. 1000 personnes de 1 à 1000 en 1868. En 1900, 100 000. En 1940, 1 million. C'est les villes américaines qui grossissent, avec une partie de Japonais, une partie de Mexicains importante, etc. Je voyais leur Matsuri. La ville avait explosé. Alors je me laisse tenter par le Mortimer Square, l'endroit où il y avait des magasins, ou le musée aux statues mexicaines, si belle, le quartier japonais, l'avalanche des restaurants de toutes sortes, où j'avais pris plus ou moins exotique, où j'avais pris un petit casse-croûte, et tout à coup, un havre de prêcheurs, l'église de l'Immaculée Conception. Me voici maintenant dans la banlieue de Nouméa, la presqu'île de Ducos. Nouméa est construite comme les doigts d'une main, et il y a certaines presqu'îles qui s'avancent dans la mer. La presqu'île de Ducos est aujourd'hui devenue une léproserie. Il y en a plusieurs en Nouvelle-Calédonie. Et j'étais très ému, très bouleversé par les religieuses qui passaient leur temps à soigner les lépreux. Et je passais une journée entière avec elles et j'étais marqué par Juliette qui était là depuis 50 ans, par un Vietnamien qui n'avait plus de jambes, il se traînait sur les moignons de ses genoux en gémissant. Un bateau pour le Vietnam, un bateau pour le Vietnam. Il répétait ça dans sa rêverie. Et sœur Imelda, qui était là, lui caressait le front qui était inondé de chaleur. Aujourd'hui, donc, ces bâtiments sont affectés aux lépreux. Philomène, en sortant, se jette à mon cou pour m'embrasser, tellement elle avait été touchée de notre dialogue, de notre entretien, de notre proximité. Et puis, avant de partir, sœur Imelda me conduit à la petite chapelle. Un fronton avec l'image de la Vierge, la seule tolérable en ce lieu, avec dessous une inscription « Consolatrice des affligés, priez pour nous ». J'étais, lorsqu'au long des salles, des préaux, des couloirs, je rencontrais tel ou tel visage, marqué telle ou telle main, moignon, qui était dévoré et mangé par la lèpre. Je ne pouvais que me dire une seule chose. Il y avait cette chapelle consolatrice des affligés. Priez pour nous. On n'avait pas le droit de dire autre chose ici. Quelques mois plus tard, à Hiroshima, nous visitons le parc qui était remarquable, avec la statue de la mère et de l'enfant, la statue de la prière, la statue de ceux qui avaient été broyés, un immense esplanade vide, au bout le mémorial où on avait mis des restes de rails tordus, de chapelets fondus, de tout ce qui... et une inscription où c'était très bouleversant. Il y avait des Pakistanais, des Africains, des Algériens qui étaient passés là et qui avaient mis leur douleur, qui avaient mis leur signe de douleur. Et moi-même, à mon tour, je mets mon nom et puis je mets quelle détresse m'avait envahi. Nous allons traverser ensuite la ville sans dire un mot avec mon compagnon, le prieur de Tokyo, japonais, qui m'accompagnait, qui avait voulu m'accompagner alors que nous étions à 900 kilomètres de Tokyo. Et impossible de parler, d'échanger. Nous avions encore une image en tête. La bombe n'a pas éclaté en arrivant au sol, elle a éclaté à 400 mètres au-dessus du sol, si bien que l'esplanade est immense, de marbre concassé et de sable, une immense esplanade. Et juste à l'endroit où la bombe avait éclaté, qu'y avait-il? Une petite fille de 7 à 8 ans, avec un anorak rouge, nous étions en février. Elle donnait à manger des grains à des pigeons. Cette image d'Hiroshima, portée comme une petite fille, l'innocence qui donnait simplement à manger à des pigeons.
Alors nous avons traversé la ville et nous nous sommes agenouillés dans la cathédrale. La cathédrale avait une immense mosaïque dans le fond, offerte par le chancelier allemand Adenauer. Et qu'y avait-il sur cette immense fresque, immense mosaïque? Le Christ de la résurrection et de la transfiguration. Le Christ, mais traversé par un rayon de lumière. Nous nous sommes mis à genoux dans le silence. Il n'y avait rien à dire. Il ne s'agissait plus de savoir qui écrasait ou qui était écrasé. Comme avec les lépreux de Nouvelle-Calédonie, la seule chose importante, c'était d'avoir une adresse, un endroit où l'on puisse parler à Jésus, lui dire tout, une présence qui nous réapprenne à sortir du silence, à parler. La question la plus douloureuse, la plus déchirante, celle du cœur qui se demande « Où pourrais-je enfin me sentir chez moi ?» Je vous le disais, c'est le cri de l'humanité en révolte qui cherche un endroit. La question que posait le philosophe révolutionnaire Nietzsche au XIXe siècle. Bien, je n'ai qu'une réponse, que ce soit à Gardaïa, à Oslo, à Beyrouth, à Nouméa ou à Hiroshima, quand on se met à genoux, de pouvoir dire enfin, mon Dieu, vous êtes là, alors je peux être chez moi.